L'identification des minéraux. Donc ça, c'est évidemment une partie du travail que vous faites en laboratoire. L'objectif ici, c'est de vous essayer de vous donner un peu des propriétés sur lesquelles vous pourrez faire vos observations, vos prises de notes et par la suite votre interprétation de ce que peut être l'échantillon. Tout ça va être basé sur des propriétés physiques, des propriétés chimiques des minéraux. Évidemment, une seule propriété n'est généralement pas suffisante pour faire tout le travail. C'est un amalgame d'observation qui va faire en sorte qu'on va pouvoir en arriver à faire une bonne interprétation et une bonne identification avec les échantillons que vous aurez à faire. D'une part, c'est ça. Hein, une des plus importantes, c'est quoi? C'est la couleur. La couleur d'un minéral, c'est dû à quoi? C'est dû à l'absorption sélective de la lumière. Donc, le minéral va absorber de la lumière. Il va absorber ce qu'on appelle des longueurs d'onde, puis il va en refléter d'autres. Donc, si je vous dirais que la majorité des longueurs d'onde sont absorbées par un minéral, ce qui risque d'arriver, c'est que le minéral va peut-être paraître plus foncé, un peu plus noir. S'il y a peu de longueurs d'onde qui sont absorbées, il va peut-être paraître un peu plus blanc. Donc, c'est un exemple. La couleur, évidemment, peut être influencée par d'autres facteurs. Hein. On a vu au niveau des notions de chimie, au niveau des minéraux eux-mêmes, de la manière qu'ils se forment. Il peut y avoir, évidemment, à l'intérieur, des petits cristaux d'un autre minéral à l'intérieur qui va faire en sorte qu'il va finir par être influencé par des petites inclusions, puis faire en sorte que le minéral peut être influencé et varié. Donc, un même minéral peut forcément avoir plusieurs couleurs. Un même minéral, évidemment, peut varier. Donc, il va au niveau de ses impuretés, de sa composition, comme on vient de mentionner. Ça veut dire que la couleur n'est pas une propriété unique et ça suffit pas. Donc, mais c'est quand même un élément sur lequel on doit prendre en considération. On va le prendre en note, mais c'est pas toujours fiable. Il faut faire attention. Ça implique quoi? J'aime bien cette figure-là parce que ça montre en fait que les différentes caractéristiques physiques peuvent être identifiées, puis ça, par plusieurs manières. Donc, on vient d'aborder la couleur. Hein, ça en est un. Ça, mais il y en a d'autres. Le trait, l'éclat, les formes cristallines. La réaction à l'acide, le magnétisme. Hein, tout ce que vous voyez ici, on voit ici le magnétisme. On voit ici les effervescentes liées à la calcite. Hein, un bel exemple, on l'a dit que ça réagissait. Après ça, on a vu également la forme. Hein, du minéral lui-même. En E, ici, on peut voir un peu plus une forme cristalline. Même chose avec le C ici, hein, l'éclat, mais la forme cristalline aussi de la pyrite. On l'a vu, c'est un système cristallin qui était cubique. Le trait qu'on obtient peut avoir aussi une poudre. Cette poudre-là a une couleur. C'est un élément d'information qui est intéressant aussi. Donc, cette figure-là montre bien que les caractéristiques physiques peuvent être liées à une déclinaison en fait d'observation qui va faire en sorte qu'on va pouvoir faire une bonne interprétation. Le trait évidemment est important. Il s'agit en fait de la couleur de la poudre du minéral. Le trait, on a des petites plaques de porcelaine qui vous permettent de regarder ça. C'est une des caractéristiques propres au minéral. Hein? Donc, c'est pas compliqué. Il suffit de frotter le minéral sur une surface, généralement dure. Généralement, ça se fait sur des plaques de porcelaine là, qui ne sont pas émaillées. La, la surface, évidemment, peut des fois être trop dure ou le minéral trop fragile pour laisser une trace. Dans ce cas-là, on peut utiliser un mortier aussi pour broyer le minéral, obtenir de la poudre. Mais le trait est quand même un outil pratique, fiable pour identifier des minéraux, là, parce que ça reste constant, peu importe la couleur externe du minéral. OK? Sachez ça. Donc, le trait est intéressant. Ici, vous avez, hein, encore une fois, dans l'André Mercier, ils vous ont énuméré un peu là, au niveau de la couleur pour certains minéraux, le graphite, l'hématite. Il y a une signature liée au trait. Donc, ça fait référence, comme je vous dis, là, à une poudre sur laquelle on obtient en le frottant. Puis voilà. Donc, le trait. Ensuite, on passe à l'éclat. L'éclat, c'est l'aspect hein, que la surface d'un minéral va prendre lorsqu'il réfléchit à la lumière. C'est un critère qui est utilisé pour identifier des minéraux. Ça se divise en catégories aussi. Il peut y avoir des éclats métalliques, non métalliques. Métallique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il réfléchit presque toutes les lumières qu'il frappe. Un peu comme une surface polie. Là. Hein, l'or, l'argent, le cuivre, la pyrite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est opaque, c'est brillant, même sur des petites surfaces.
Non métallique, ben là, ça va refléter, ça va se refléter de différentes manières, mais ça donnera pas toujours une apparence brillante. Il y a différents éclats non métalliques. Ça peut être vitreux. Vitreux, ça va ressembler à du verre, comme du quartz. Nacré, ça va ressembler un peu comme tu sais, quelque chose de nacre, là, comme du tac ou du talc, je veux dire, ou des micas. Adamantin, c'est brillant comme un diamant. Résineux, c'est plus. Hein, vous savez ce que je veux dire par résine un peu, là? Terreux aussi, hein? Donc quelque chose d'un peu plus mat. Donc c'est toutes des qualificatifs qu'on peut utiliser pour des éclats non métalliques. Puis il y a quand même un entre-deux. L'entre-deux s'appelle submétallique ou non métallique. Ça veut dire que ça réfléchit euh, à la lumière, mais partiellement. C'est un peu moins brillant qu'un minéral métallique, mais plus qu'un non métallique. Donc, si vous voulez un exemple, là, certains minéraux de fer, là, l'hématite, c'est un exemple. Donc, mais c'est sûr que je peux comprendre des fois, là, c'est subjectif un peu, mais plus on en fait, là, vous allez finir par vous faire l'œil un peu. Là. Et encore une fois, un peu comme la couleur, l'éclat est une propriété observable à l'œil nu. C'est un élément, mais c'est un élément parmi tant d'autres. Hein. C'est un amalgame qui va faire en sorte qu'on va pouvoir en arriver à une bonne identification. Vous avez ici des exemples de d'éclats métalliques, submétalliques, non métalliques, si vous voulez vous faire référence par rapport aux échantillons qu'on a. Je vous en ai mis un certain nombre ici. Là. Encore une fois, vous avez des qualificatifs là, qui sont décrits, là, adamantin, donc minéral qui réfléchit vivement à la lumière, donc des diamants, etc. etc. Donc, tu sais, ça vous donne un petit peu une idée un peu, là, si vous vous demandez, là, le qualificatif de ces termes-là. La transparence. Hein? Donc, la transparence, évidemment, c'est la capacité d'un minéral à laisser passer la lumière. C'est trois catégories. Donc, transparence, ça permet de voir clairement à travers le minéral. Translucide, ça laisse passer la lumière, mais sans permettre de voir distinctement à travers. Puis opaque, c'est que ça laisse pas du tout passer la lumière. Il y a également des minéraux au niveau luminescent, donc qui permettent d'émettre de la lumière. Donc ça, c'est intéressant. J'en ai discuté dans la période de laboratoire, notamment au niveau de la luminescence optique. Donc, il est possible hein, d'utiliser la luminescence de minéraux pour même en arriver à les dater au niveau des feldspaths. Donc, la luminescence en est un autre. La luminescence, en fait, il y a des minéraux qui sont fluorescents. Un minéral fluorescent va émettre sous une lampe UV et arrêter de briller lorsque la lampe va être éteinte. Phosphorescent, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il continue d'émettre de la lumière après que la source de lumière UV est éteinte. On dit qu'il est phosphorescent. Maintenant, au niveau des caractéristiques cristallines, la forme géométrique. Donc, c'est ce qu'on va appeler les formes géométriques directement, ce qu'on appelle des agrégats de cristaux minéraux. Donc, plusieurs cristaux dans une masse, différents modes d'assemblage. Donc, l'agrégat, en fait, c'est un terme qui désigne plusieurs cristaux qui se croisent ensemble dans une même roche ou une même masse minérale. Donc, c'est ce qu'on appelle des agrégats qui peuvent se former d'une manière compacte, fibreux, hein, dendritique en fonction là, des conditions géologiques. Donc, si vous cherchez des exemples, la serpentine est un bon exemple de cristaux fibreux. Si vous cherchez des cristaux isométriques, donc c'est des faces cristallines qui se développent symétriquement, là, ben, la pyrite en est un. Si vous cherchez des trucs un peu plus dendritiques, la manganèse est un exemple. Donc il y a différents types, puis ce qui va influencer évidemment la forme cristalline. C'est un peu directement en lien avec ce qui est visible au niveau des structures cristallines qui a été cité précédemment dans le cadre de la capsule où on décomposait les classifications des minéraux. Là. Je fais référence à ça. Les types d'agrégats, ils peuvent être de différentes manières. Vous avez une figure ici, vous le voyez là. Donc, tout ce qui est de type un peu plus lamellaire, ça va être un peu plus comme des biotites, hein, des petites lames fibreux, on le sait, on l'a vu avec la serpentine chrysotile. Ensuite, un peu plus holytique, si on veut, ça pourrait être quelque chose comme du calcaire, dendritique, on avait parlé tout à fait tout à l'heure
de cristaux qui vont former des branches ou des trucs comme ça, des trucs stratifiés aussi. On va revenir un peu plus là-dessus au niveau, au niveau des roches, mais bref, si vous regardez Hornblende juste ici, là, vous en avez des tiges d'Hornblende dans l'un de vos minéraux sur une roche. Vous pouvez vous fier un peu à cette figure-là. C'est un autre élément qui vous permet un peu de caractériser l'aspect des cristaux. Le clivage. Le clivage, il est important. Hein? C'est-à-dire, la capacité, pas de la capacité, c'est la façon dont un minéral se brise le long d'un plan parallèle. Donc, un clivage, en fait, peut être un clivage parfait. Ça veut dire que le minéral va se casser en surface lisse. Exemple, le mica, la halite, la calcite. Un bon clivage, là, il existe des espèces d'interruptions là, à cause de la présence de d'autres plans. Donc, des feldspaths, c'est un bon exemple. Des clivages distincts, des clivages indistincts. Donc ça veut dire qu'il y a des clivages distincts, c'est des présences de paliers comme un petit escalier. Des clivages indistincts, ça va être plus difficile à observer. Donc, vous en avez des exemples ici de clivage. J'en ai en fait deux figures. Il y a l'exemple ici qui vous montre des clivages suivant une famille de plans. Ici, ça va être des deux familles de plans presque à angle droit. Ici, vous allez avoir des trois familles de plans à angle droit. Donc, ici, vous avez l'exemple de la halite. Donc, on va la casser. Puis, la halite va toujours donner des plus petits cubes. Donc, ça, c'est un bel exemple de clivage suivant trois familles de plans. Je vous ai mis également un autre exemple ici qui montre des exemples de clivage à une direction, à deux directions, suivant des angles. Donc, vous pourrez vous fier un petit peu à cette figure-là. Si vous avez des questions, ben moi et Eliane, c'est surtout un volet pratique qu'on peut analyser durant les périodes de laboratoire. La cassure, ça c'est évidemment important aussi. C'est quand un minéral se casse, il peut produire des surfaces irrégulières. Ces cassures-là, c'est un élément important. Le quartz a ce qu'on appelle une cassure de type conchoïdal. Ça veut dire que la cassure est en forme courbée, arrondie. Ça ressemble un peu à l'intérieur d'une coquille. Ce type de cassure-là n'est pas régulière. Hein? Donc, ça ne montre pas de clivage. C'est ce que ça veut dire. Donc, je pense que je vous ai montré un exemple d'un quartz un peu avant. Ah, j'en ai pas. Je vous montrerai des exemples durant les périodes de laboratoire. Et finalement, la dureté. Donc, la dureté, c'est sa capacité de se laisser rayer par un autre objet. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Mohs. Alors, cette échelle-là, évidemment, je vous en donne un exemple juste ici. Hein. C'est une échelle qui est relative, qui classe les minéraux selon leur capacité à résister à des rayures. Ça a été établi puis conçu en 1812 par le minéralogiste Frederick Mohs. Et ça va de 1 à 10, 1 étant la plus tendre et 10 la plus dure. Donc chaque minéral peut évidemment rayer ce qui se trouve en dessous de lui sur l'échelle, mais il est rayé par celui qui se trouve au-dessus. Donc ça vous donne une idée. Donc le talc étant très mou, donc tendre, il est à l'échelle de 1. Et progressivement, on augmente vers la dixième, qui est évidemment l'élément extrêmement dur que représente le diamant. On peut classifier même ça en trois catégories. Donc, les minéraux tendres, on va les mettre de 1 à 4. Les minéraux de dureté moyenne, on peut les amener de 5 à 7. Incluant le quartz et les minéraux durs, on va y aller de 8 à 10. Le diamant étant le minéral le plus dur que l'on connaît. Seul, en fait, pour vous faire un topo, il y a seulement un diamant qui peut rayer un diamant. Il n'y a rien d'autre. Donc, ça vous donne un peu une idée. Il y a d'autres éléments, d'autres propriétés reliées au sens aussi. Je vous les nomme. Le goût, l'odorat, le toucher, la saveur. Hein. Certains minéraux peuvent être solubles, dégager un goût. La halite, un goût salé, ce qui la rend facilement identifiable. Faites attention, nos échantillons sont léchés depuis bon nombre d'années. Donc, voilà. Partage de microbes, faites attention. Mais bref, la halite est quand même un là, au niveau du goût. L'odeur, certains minéraux vont dégager des odeurs lorsqu'ils sont chauffés. La pyrite est le cas. Lorsque c'est chauffé, ça a une odeur de soufre. Puis au niveau touché, la texture, hein, les minéraux comme le talc, c'est gras. Hein, vous toucherez, là, c'est vraiment un peu plus gras. Et il y a d'autres propriétés, je vous les nomme, magnétiques. Donc, il va attirer un aimant, va être en fait magnétisme, hein, va attirer un aimant. C'est évidemment une propriété utile. La radioactivité, il y en a certains qui contiennent du radium, du thorium, donc peuvent être radioactifs.
L'effervescence, on l'a dit, vont réagir à l'acide chlorhydrique. Les minéraux comme la calcite, la dolomie produisent des petites bulles lorsqu'il y a une attaque à l'acide. La densité, le poids, hein, c'est un autre élément. La galène a une densité super élevée par rapport à d'autres minéraux. Là. Vous le testerez, ça vous donne, c'est pas ça. Donc voilà, donc ces points-là sont également importants. Vous avez ici au niveau de la densité. La densité ben, est utile hein, pour identifier les minéraux également sur le terrain. C'est lorsqu'on n'a pas toujours on n'a pas toujours en fait tout l'équipement tel qu'on a en laboratoire. La densité peut être un élément. Donc l'or est vraiment dense. C'est juste qu'on la retrouve rarement en très grande quantité, puis en très grand volume à la fois. C'est souvent de la poudre, mais c'est très dense là. Je termine avec celle-ci parce qu'on s'en va là. On va parler de géodynamique, structure de la Terre dans les semaines à venir. Bientôt les roches aussi. Donc, s'il y a un lien à faire avec ce qui s'en vient au niveau là, des minéraux et des types de roches. Donc, les roches, qu'elles soient, il y a 3 grandes catégories. Hein, on va voir le cycle. Mais ils peuvent être ignées, sédimentaires, métamorphiques. Tout ça est composé de minéraux. Fait que chaque type de roche qu'on va définir, qu'on va apprendre, ben évidemment, ça va être lié à leur composition minéralogique. Donc, les minéraux vont toujours revenir dans le vif de nos discussions, dans nos étapes de terrain. On va reparler des minéraux. C'est important de comprendre minimalement leur origine et de les reconnaître minimalement. Ici, c'est un cours d'introduction. Donc, si déjà vous êtes capable d'en reconnaître un certain nombre, ça va être intéressant. Je pense que ça va vous. Puis ça va peut-être vous inciter à en savoir un peu plus. Donc, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez plus de détails, plus d'informations sur ces 3 capsules-là en lien sur la minéralogie. De toute façon, on va continuer un peu la semaine prochaine, surtout durant la période de laboratoire. Donc, et sur ça, ben, je vous le dis encore, n'hésitez pas, hein, on se tient au courant, puis on se revoit mercredi sans faute à 9h à l'UQAM. Donc, bon week-end tout le monde.